Et de retour sur notre plateau ici au Conseil régional d'Île-de-France où se tient ce 16e congrès des régions de France et nous sommes avec Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, le président de la région Normandie. On va bien sûr parler des dossiers qui concernent les régions, mais d'abord évidemment le choc provoqué par la décapitation de ce professeur d'histoire-géographie et des mobilisations ce week-end dans de nombreuses villes de France. Est-ce que vous avez manifesté vous ce week-end? Non, je n'ai pas manifesté hier. Nous sommes en train de... Nous avons demandé déjà de mettre les drapeaux en berne des lycées. Nous allons avoir une initiative que nous présenterons à la presse dans les 48 heures. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer longuement, en vérité, samedi, au congrès des maires du département de la Manche. Donc j'estimais que... oui, c'est manifester pour en effet faire preuve de notre volonté de refuser tout renoncement et tout compromis avec l'islamisme et la défense de nos valeurs. Mais j'allais dire, on a déjà beaucoup manifesté. Vous dites que c'est plus le temps des manifestations maintenant? Mais il faut surtout que désormais on passe aux actes. Il y a eu trop de renoncements, trop de lâcheté, trop de petits arrangements avec nos valeurs, avec nos principes. Du système généralement, je veux dire, chacun est allé de sa compromission, chacun. Alors je n'évoque pas les maires qui jouent du communautarisme à fond, je n'évoque pas la question de la délinquance et de la grande délinquance, parce que souvent radicalisation et grande délinquance sont aussi liées, il faut le savoir, et on ne le dit pas assez. Mais au-delà de ça, il y a un moment où il faut que nous prenions les choses en main avec beaucoup plus de fermeté. Je pense par exemple au traitement des fichiers S. On a déjà eu ce débat lors de la mort et de l'assassinat du père Hamel. Depuis, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que les maires n'ont toujours pas accès à ces fichiers S? Non, mais c'est pas le fait d'avoir accès aux fichiers S, c'est que les fichiers S, ils doivent être dégagés du territoire national quand ils ne sont pas français. Il faut aussi faire en sorte que ceux qui font la guerre en Syrie ou ailleurs, moi je le disais déjà depuis plusieurs années, il faut que ces gens-là soient déchus de la nationalité française. Il faut être sans concession d'aucune sorte avec nos principes et nos lois. Alors, quand ce matin le ministre de l'Intérieur dit j'engage toute une série de procédures, oui, très bien, mais j'allais dire c'est pas simplement depuis lundi qu'il faut faire ça, et c'est pas simplement une fois, c'est que désormais il faut qu'il y ait des principes très simples et des règles auxquelles on se tient et qui sont désormais absolument des principes qu'on remettra, sur lesquels on n'aura aucun fléchissement. Mais quand Gérald Darmanin dit qu'il va présenter un plan d'action pour lutter contre les associations, les personnes proches des milieux radicalisés, qu'il va proposer la dissolution du CCIF qui est controversé, très bien. Est-ce que vous dites elle est là, la fermeté de l'État, quand même? Oui, enfin, la fermeté de l'État, elle sera aussi, par exemple, dans la réponse que nous donnerons dans les lycées, les collèges et les écoles de France à la rentrée scolaire. Que fera-t-on précisément? Quel message adressera-t-on aux jeunes de France? Quand vous pensez qu'aujourd'hui on ne peut plus enseigner la Shoah, par exemple, dans un certain nombre d'établissements, c'est pas d'hier cette histoire-là. Et pourtant on a fini par l'accepter. Quand certains maires finissent par accepter certaines revendications sur la présence des hommes ou des femmes dans tel ou tel établissement ou dans telle ou telle piscine, comme on a pu l'entendre à certaines reprises. Tout ça ne doit pas être accepté un seul instant. Et donc il faut qu'on soit sur tous ces sujets-là inflexible et qu'on soit dur avec ceux qui rejettent la France. Ceux qui rejettent la France n'ont pas leur place. Alors le problème, c'est qu'il y en a une partie d'entre eux qui sont français. Alors là, le sujet est différent. Mais moi, j'avais proposé, par exemple, il y a plusieurs années, après avoir été étudié ce qu'on fait en Israël, sans remettre en cause la présomption d'innocence, que ceux qui sont fichés S pour radicalisation, dont on sait qu'ils sont une menace potentielle et imminente, et bien que ces hommes et ces femmes, même si c'est pour la plupart des hommes, puissent être en préventive, avec la capacité d'aller devant un juge ensuite pour respecter le contradictoire et les droits de la défense. Mais qu'on ait
en quelque sorte une mesure préventive que se retrouver ensuite face à ces drames que malheureusement nous connaissons depuis trop d'années. Alors la Constitution à l'heure actuelle ne permet pas de lutter contre toutes les formes, notamment sur les réseaux sociaux. On a vu que la loi Avia a été retoquée. Est-ce que vous dites justement c'est ça, il faut changer la Constitution? Changeons les textes. Je sais qu'au Sénat, par exemple, il y a une proposition de Philippe Bas sur le sujet qui sera examinée cet après-midi. Je crois qu'elle va dans le bon sens. Que vous soutenez, il faut changer la Constitution. Xavier Bertrand propose un référendum pour parler de ces questions de laïcité, pour réaffirmer le principe de laïcité. Vous êtes favorable à ce référendum? Je suis pas sûr que ce soit le référendum qui soit le plus nécessaire. Je pense qu'on a surtout besoin de faire en sorte que là où les lois doivent être changées, elles soient changées, et que surtout on adopte un code de conduite. En vérité, souvent, les textes existent. La déchéance de la nationalité française, elle existe depuis 1994. Elle avait été introduite par Charles Pasqua. Tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. La loi sur le séparatisme, elle n'est pas nécessaire, ou vous dites oui? Peut-être, mais il faut un examen. C'est pas la peine d'ajouter des lois quand, au bout du compte, on a déjà l'arsenal juridique nécessaire. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un screening très précis, un examen de chaque disposition dont on a besoin. Soit elle existe dans la loi et on dit maintenant on va l'appliquer, soit elle n'existe pas dans la loi, ou nécessite une révision constitutionnelle et on révise la Constitution. Mais je le dis, c'est une lâcheté collective. C'est qu'au bout du compte, on préfère parfois fermer les yeux plutôt que d'affronter les choses. Dans un certain nombre d'établissements scolaires, il faut le dire, on finit par, et je comprends la communauté enseignante, qu'elle face à une telle pression qu'on finisse par en quelque sorte faire un certain nombre de concessions. Eh bien tout ça n'est pas acceptable. Voilà, tout ça n'est plus acceptable, mais pour cela, il faut que chacun se sente supporté, soutenu et défendu par la République, par l'État et par les pouvoirs publics. On ne peut pas demander aux Français, par exemple à la communauté éducative, d'être ferme sur les principes, de ne faire aucune concession si on n'a pas le sentiment d'être soutenu totalement, pleinement et complètement. Jean Castex sera présent cet après-midi pour conclure votre congrès. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre? Là, je pense que vous parlez des deux. J'attends de Jean Castex très clairement qu'il affirme avec la volonté de fermeté. On l'évoque à chaque fois, mais au bout du compte, il se passe peu de choses. Et de l'autre, bien entendu, qu'on adapte là où il le faut nos règles pour qu'on soit en capacité de défendre la République et les principes auxquels vous croyez, vous et moi. Et quel message pour les régions? On a l'impression que c'est un peu la lune de miel entre les régions et Jean Castex. Ça se passe beaucoup mieux qu'avec Édouard Philippe? Il y a plus d'écoute, il faut le dire. Il y a la volonté de faire en sorte que l'État centralisé et les territoires et les collectivités puissent l'un et l'autre s'entendre, se parler, trouver des solutions communes. Je pense qu'on a besoin d'un autre modèle en France. Je pense qu'on a besoin d'un modèle profondément girondin dans lequel on applique ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, en clair, on construit un système où on laisse le pouvoir là où il est le plus proche des citoyens et on l'éloigne du citoyen là où c'est nécessaire. Et on confie à l'État là où, bien sûr, l'État doit être, c'est-à-dire sur ses missions régaliennes. On aurait besoin d'inverser complètement notre logiciel pour le rendre plus efficace. Moi, j'ai une formule assez simple, c'est que si vous voulez vous servir d'un tournevis et si vous voulez que ça marche, il ne faut pas que le manche soit trop long. Il y a un accord qui a été trouvé entre les régions et Jean Castex sur le plan de relance. Vous, pour la région Normandie, est-ce que vous savez combien vous allez percevoir pour cette relance et comment vous allez piloter tout ça? Je suis allé à Bruxelles la semaine dernière, il y a le plan de relance européen, il y a énormément de mesures, mais derrière, il faut que ces mesures soient effectives, efficaces et rapides. Il y a donc une question d'agilité. Moi, ce que je reproche pour l'instant au dispositif de l'État, mais j'entends le Premier ministre cet après-midi, donc peut-être que les choses changeront, c'est que les présidents de région sont désormais les défenseurs des préfets de région. C'est qu'il faut que tout ça soit déconcentré. Il faut que ce soit dans les mains des représentants de l'État sur les territoires. Alors certes, il y a quelques grandes politiques sur lesquelles il y a des décisions stratégiques, industrielles, quand on parle d'hydrogène, etc., d'aéronautique de demain. Bon, mais au-delà, il faut que le reste soit dans les mains des préfets de région pour les mesures de l'État, pour que préfets de région et présidents de région soient dans un comité de pilotage en capacité de trouver des solutions au cas par cas.
il y a tel boîtier va mal, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à outils, vous, région, qu'est-ce que vous avez, comment on fait, et comment on bâtit une solution pour faire en sorte que l'entreprise tienne le coup. Il faut bien avoir en tête que on n'est pas dans un plan de relance la plupart du temps. Maintenant, on est dans un plan de résistance, c'est-à-dire résister à la crise dont on voit bien qu'elle va être extrêmement violente dans les prochaines semaines et résister pour être encore en vie l'année prochaine. Un mot sur le Brexit. Les pêcheurs ne seront pas les sacrifiés du Brexit. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours. Ça touche particulièrement votre région Normandie. Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que finalement Emmanuel Macron il vous rassure sur ce sujet? Écoutez, moi j'ai entendu les commissaires européens, le gouvernement, le chef de l'État dire que les pêcheurs ne devaient pas être les sacrifiés de l'accord avec le Royaume-Uni. Je suis satisfait de cette position. Je souhaite qu'elle tienne jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas au bout du compte des concessions de dernière minute, parce que tout le monde n'est pas concerné de la même façon pour les pêcheurs. On voit bien qu'il y a ceux qui pêchent dans les eaux britanniques et les autres. Et donc ce que je me méfie, j'ai déjà entendu une espèce de bruit, une déclaration d'Angela Merkel qui était un peu inquiétante il y a 8 jours sur le sujet. Et donc très clairement, moi ce que je demande, c'est que l'Europe a fait preuve de cohésion et d'unité sur le sujet, et il faut que cette cohésion et cette unité demeurent. C'est ça le sujet. Je ne doute pas de la volonté de la France, mais on est 27. Hein. Oui, merci beaucoup. Merci Hervé Morand d'avoir été avec nous ce matin. On va retourner dans l'auditorium. On va continuer à suivre les tables rondes et la table ronde sur le pouvoir des régions dans la relance industrielle, sociale et environnementale.